Zéro. Bonjour à toutes et à tous, je suis le colonel David Papalardo et j'ai le plaisir d'inaugurer ce soir une série de séminaires pour aborder les questions de défense, de stratégie et de relations internationales. Ces événements seront organisés par l'AEA. L'objectif est double pour eux. Le premier, c'est de rassembler ses membres, les familles, autour d'un événement de haut niveau pour traiter les questions, comme je l'ai mentionné, de sécurité, mais également d'offrir un service. Alors ce service, quel est-il? Il est sortir les aviateurs de leurs considérations tactico-tactiques du quotidien afin de les préparer aux enjeux actuels et futurs, de leur donner une lecture critique des événements et de la souplesse intellectuelle, et ceci dans un cadre de réflexion qui est privilégié. Mais c'est également, et plus prosaïquement peut-être, de les mettre en ordre de marche pour relever leurs propres défis de formation de futurs cadres de l'armée de l'air et de l'espace. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien, une formule ambitieuse dans un premier temps, à savoir un objectif bimestriel autour d'un thème, et en faisant appel à des universitaires comme aujourd'hui, des chercheurs également comme aujourd'hui, ou des hauts responsables, qu'ils soient issus des filières militaires, industrielles ou même politiques. Donc, je voudrais commencer par remercier tout d'abord Eric Newton, publicitaire, producteur et CEO de la société We Are, qui nous accueille aujourd'hui pour ce premier événement, ainsi que le lieutenant-colonel Raphaël Briand, officier détaché à l'Institut français des relations internationales et qui est porteur de ce projet. Je voudrais également saisir l'occasion pour rendre un hommage au général Forget qui nous a quittés récemment. Le général Forget, grand commandeur de la Légion d'honneur, qui a marqué l'aviation de chasse par son empreinte, que je salue pour sa dernière voltige avec les anges, et nous avons une pensée pour ses proches et sa famille. Donc revenons au thème qui nous anime aujourd'hui. L'idée, pendant toute cette séance, vous pourrez poser des questions. N'attendez pas la fin, vous pouvez les poser sur Zoom en interagissant via la plateforme, comme Covid oblige, vous en avez probablement l'habitude. Et ensuite, à l'issue de la séquence, eh bien, nous regrouperons les questions qui se ressemblent et nous essaierons de les traiter une par une. Si d'aventure, votre question n'a pas été retenue par manque de temps, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'AEA derrière, et nous essaierons d'y répondre dans un second temps. Sachez évidemment que l'intervention est disponible en streaming, puisque vous êtes devant vos écrans actuellement, mais également elle sera disponible au téléchargement sur une plateforme de l'AEA. Sur cette plateforme, vous trouverez d'ailleurs probablement des références et autres publications de l'invité sur le site pour aller plus loin et creuser le sujet qui pourra éventuellement vous intéresser. Avant de passer aujourd'hui au sujet qui nous anime, j'ai le plaisir de recevoir Marc Julienne. Marc Julienne est chercheur au Centre Asie de l'IFRI, responsable des activités Chine depuis 2020. Au préalable, il était chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique pendant 4 ans. Il termine par ailleurs une thèse de doctorat à l'INALCO qui porte sur les stratégies chinoises de lutte contre le terrorisme et pour laquelle il a également été allocataire à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Marc Julienne, bonjour. Bonsoir, mon colonel. Donc il est temps, peut-être commençons, si vous le permettez, par poser le décor. Aujourd'hui, les relations internationales, elles sont grandement régulées, façonnées plutôt par cette rivalité sino-américaine, et elles s'expriment de manière toujours plus exacerbée. La Chine a clairement affiché son ambition de devenir la première puissance militaire, économique et technologique à l'occasion de la célébration de son anniversaire en 2049. Parallèlement aux États-Unis, la Chine est devenue un objet d'obsession qui anime tous les discours, également les jeux de guerre qui se multiplient, par exemple sur une invasion de Taïwan, les conséquences pour la réponse américaine. Ceci n'est pas nouveau, n'est pas lié à la présidence, à l'administration actuelle, où on a vu que ça a commencé dès la présidence Obama, avec le so-called pivot vers l'Asie. Alors, au-delà de cette rivalité, peut-être vous pouvez nous apporter un éclairage sur le cadre historique dans lequel il faut placer cette compétition et qu'est-ce que cela implique en matière d'équilibre des puissances.
Oui, alors merci de m'accueillir. Effectivement, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis s'accentue, mais elle n'est pas nouvelle. Ne serait-ce que la question de la menace chinoise, très présente aujourd'hui dans la communauté stratégique américaine, remonte tout au long du XXe siècle, mais même jusqu'au XIXe siècle. Alors, cette rivalité aujourd'hui, si on se place du côté chinois, elle peut s'expliquer par ce que les Chinois appellent le siècle des humiliations. Donc on revient au milieu du 19e siècle, la fin, la décadence de l'Empire Qing et les deux guerres de l'opium, la constitution de comptoirs, etc. C'est en tout cas ce que les autorités chinoises retiennent et ce qui est encore très présent dans la psyché au sein du Parti communiste chinois. Donc ensuite, pendant le XXe siècle, il y a eu évidemment une période de chaos, de guerre civile entre les nationalistes d'un côté, les communistes de Mao Tse-tung de l'autre, mais ce n'est pas vraiment la période qui est le plus retenue aujourd'hui, ce serait plus ce qui va arriver après, dans les années 30, l'invasion japonaise et les massacres, notamment celui de Nankin en 1937. Donc ensuite, Mao Tse-tung arrive au pouvoir en 1949, proclame la République populaire de Chine et il y a tous les malheurs que l'on connaît, la campagne des 100 fleurs, le grand bond en avant, la révolution culturelle. Et ça encore, c'est un épisode qui est beaucoup moins évidemment mis en avant. Et donc ce qui aujourd'hui est très présent et ce qui anime le nationalisme en Chine, c'est surtout sur ce dernier siècle, appelé le siècle des humiliations, c'est plutôt justement les humiliations des Occidentaux, ensuite celle des Japonais, et puis on passe un petit peu sur les erreurs historiques de Mao qui représentent, selon la doctrine officielle, seulement 30% de son bilan et 70% de bilan positif officiellement. Donc ce que vous dites, c'est que ce siècle des humiliations, ces humiliations se concentrent beaucoup plus sur la fin du 19e, le début du 20e, que sur la période Mao qui est largement éclipsée dans le narratif chinois? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le discours officiel tend à montrer en fait que la Chine a été l'Empire et puis la République ont été décadents en raison des invasions, en raison des pillages étrangers, et que donc toutes ces raisons-là sont exogènes à la Chine, que ce soit l'Empire, que ce soit la République de Chine pendant la première moitié du XXe siècle, et puis voilà, c'est une sorte de vision un petit peu sélective de l'histoire sur les raisons pour lesquelles la Chine a pendant longtemps été à la traîne dans les relations internationales et aujourd'hui essaye de regagner sa superbe, essaye de regagner la place qu'elle avait, une place centrale dans les relations internationales avant justement ce siècle et demi maintenant. Alors du coup, quels sont les principaux points de crispation aujourd'hui dans cette rivalité sino-américaine, mais même sans parler de cette rivalité sino-américaine de manière plus large, les points de crispation pour la Chine? On pense évidemment à la mer de Chine du Sud, à Taïwan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, si on parle immédiatement de militaire, mais je pense qu'avant même le militaire, il y a depuis 2018 une guerre commerciale, mais en fait cette guerre commerciale, je pense qu'elle cache finalement une rivalité technologique et puis une crainte des États-Unis, première puissance mondiale, donc c'est ce que théorise Graham Allison, le piège de Thucydide, le fait que, et puis depuis justement Thucydide, les dilemmes de sécurité qui fait que la puissance dominante craint finalement de l'outsider qui va venir grappiller sur son hégémonie. Et donc aujourd'hui, la puissance militaire chinoise représente cette crainte aux États-Unis. Pendant longtemps, évidemment, ça a été la Russie, et donc la Chine en deuxième position. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, en essayant d'adopter une vision un peu plus globale et pas seulement militaire, la Russie aujourd'hui reste un adversaire stratégique, un compétiteur stratégique extrêmement important, mais sur le plan économique par exemple ou technologique, les États-Unis, je pense, on peut à craindre. Par contre, la Chine est en train d'effectuer une ascendance à tous ces niveaux-là, sur le niveau économique, sur le niveau technologique qui est en fait absolument stratégique puisque tout découle de cela, que ce soit la technologie militaire, les technologies civile. Internet, par exemple. Internet a permis aux États-Unis d'asseoir leur puissance et leur influence dans le monde. Et aujourd'hui, le spatial, la Chine vise beaucoup le spatial pour essayer justement de grignoter cette avance qu'ont les États-Unis sur eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, les États-Unis craignent cela et que c'est plutôt une concurrence globale. Et alors maintenant, sur des questions beaucoup plus militaires et stratégiques, la mer de Chine méridionale
Alors peut-être, je vous interromps peut-être avant de parler de mer de Chine méridionale et de Taïwan. Vous mentionnez la Russie. Si on reste au niveau des équilibres géopolitiques, on parle souvent, on entend souvent le risque d'un duo Chine-Russie pour faire face à la puissance américaine qui, malgré les efforts de la Chine, reste malgré tout dominant dans la région, en tout cas pour le moment, même si cet écart est en train d'être grignoté substantiellement. Quelle lecture avez-vous sur... pensez-vous que ça soit possible? Est-ce qu'une telle association ne ferait pas de la Russie la weak sister, si vous me permettez l'expression, du tandem? Est-ce que c'est vraiment dans les intérêts de la Russie de s'associer avec la Chine au-delà de ce qu'on peut voir actuellement? Alors, ça dépend de quoi on parle. Association, pourquoi pas. Mariage de raison, pragmatisme dans les intérêts. On l'a vu sur de nombreux dossiers ces dernières années. La Russie, par exemple, après la crise ukrainienne, a beaucoup eu besoin de la Chine pour montrer qu'elle n'était pas isolée, que la Russie n'était pas isolée et qu'elle avait des voisins sur lesquels elle pouvait compter. Donc, politiquement, la Chine ne s'est pas trop prononcée sur ce dossier-là. Mais à long terme, sur une alliance, mais le mot est fort parce que de toute façon la Chine refuse toute alliance, mais effectivement je pense qu'il n'y aura pas de partenariat stratégique de long terme, solide, entre la Russie et la Chine, puisque les deux ont certains intérêts convergents jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, même en Russie, il y a certaines craintes vis-à-vis de la Chine. Alors, il y en a qui sont plus anciennes, sur les questions notamment de rivalité technologique. La Chine a dépendu, puis dépend encore en grande partie de matériel, d'équipements militaires russes. La Russie a eu quelques déboires, justement, sur des rétrofittings d'équipements militaires. Donc, je pense que la Russie est extrêmement méfiante. Et puis même sur des questions, la frontière entre la Chine et la Russie est immense et il y a une crainte, notamment dans les confins orientaux russes, d'une présence chinoise qui augmente. Donc après, voilà, il y a des terrains d'entente vraiment au cas par cas, à la carte. En Asie centrale, par exemple, il y a une sorte de répartition des intérêts, c'est-à-dire que sur les questions économiques, la Russie ne peut pas développer toutes les infrastructures, n'a pas les moyens ni les capacités de construction. La Chine les a. Dans le domaine sécuritaire, la Russie veut rester un acteur prépondérant en Asie centrale. Donc voilà, on pourra multiplier les cas où c'est vraiment dû à la carte, mais je ne crois pas à un partenariat stratégique de long terme entre les deux puissances. Très bien. Donc effectivement, peut-être l'occasion maintenant de parler, de revenir sur les conflits territoriaux, les différents points d'achoppement. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Taïwan, puis la mer de Chine du Sud, mer de Chine méridionale, et évidemment tout ce qu'on entend autour de cette première chaîne d'îles, puis la seconde derrière. Je vous laisse la parole. Alors, en commençant par Taïwan, et puis je vois qu'il y a une carte affichée à l'écran, ce sera utile et pratique. Alors, Taïwan, c'est évidemment l'objectif stratégique de l'Armée populaire de libération, de l'APL, depuis 1949. C'est la grande défaite, enfin, dans l'unification de la République populaire de Chine, c'est la pièce manquante. Donc ça a toujours été un objectif, c'est un objectif qui est très important, qui l'a toujours été, qui est encore important aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'idéologie, qui évidemment est très importante dans l'armée chinoise. L'idéologie et la discipline sont vraiment les deux piliers de la formation des militaires. Donc la reconquête de Taïwan est un peu cet objectif stratégique qu'il l'a toujours été et qu'il le sera toujours pour l'armée populaire de libération. Ça sert même pour des entraînements, par exemple. On le voit dans les exercices, effectivement, voilà. Avec l'armée de l'air chinoise, sur laquelle nous aurons peut-être l'occasion de revenir, la zone d'identification, la fameuse zone d'identification. Donc effectivement, ça se concrétise matériellement. Alors sans même aller jusque-là, vous avez peut-être vu, par exemple, des maquettes du palais présidentiel taïwanais, des répliques dans des déserts pour faire juste des exercices de prise d'assaut, par exemple. Donc vraiment répéter des prises d'assaut de Taïwan jusqu'au palais présidentiel. Bon, il y a évidemment une dimension symbolique qui est très importante. Mais donc ça a toujours été un objectif important pour l'armée. Maintenant, pour le Parti communiste, au niveau politique, Deng Xiaoping notamment, dans les années 80, avait dit que on essaierait, l'objectif n'est quand même pas de reprendre. Le premier objectif n'est pas de reprendre par la force, mais de renouer des relations et de récupérer Taïwan de manière pacifique.
Et donc, Deng Xiaoping avait dit, on laissera les générations futures gérer ce problème-là, on a assez de choses à régler. Mais dans quelle mesure ce qui s'est passé récemment à Hong Kong a modifié ce narratif? Justement, voilà. Depuis donc, les années 80, c'était un petit peu le statu quo qui avait été trouvé, et puis d'ailleurs avec certains gouvernements plutôt pro-Pékin à Taïwan. Mais là, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, mais beaucoup plus depuis quelques années, depuis le commencement de son deuxième mandat en 2017, on voit qu'il y a une assurance de la Chine sur des questions stratégiques, et Hong Kong justement est un petit peu un des premiers cliquets qui a été enclenché. Puisque ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est le vote de la loi de sécurité nationale le 30 juin dernier, le vote à Pékin, alors que les questions de sécurité nationale et de maintien de l'ordre pour la région administrative spéciale de Hong Kong doivent être votées à Hong Kong. Et là, en fait, donc, il y a eu à la fois une violation du droit hongkongais, mais aussi une violation du droit international, puisque ça va à l'encontre de la déclaration sino-britannique de 1984, qui est un traité international enregistré à l'ONU. Donc déjà, avec Hong Kong, on voit que de facto, le sacro-saint principe un pays, deux systèmes, donc la République populaire de Chine, mais deux systèmes économiques, politiques et juridiques différents, est de facto caduque, puisque maintenant, il y a une agence de sécurité de Pékin, avec des responsables du Parti communiste, qui opèrent de manière tout à fait discrétionnaire sur le territoire hongkongais. Donc bien évidemment, Taïwan se voit comme la prochaine sur la liste. On a vu d'ailleurs des Hongkongais fuir vers Taïwan. Les élections présidentielles à Taïwan en janvier dernier ont provoqué justement une victoire immense, une réélection de la présidente Tsai Ing-wen. Et donc, ce qui s'est passé à Hong Kong n'est pas du tout, évidemment, sans lien avec justement cette victoire immense. Et puis récemment, évidemment, il y a eu, alors déjà au début de l'été, puis encore fin août, il y a eu des essais de missiles balistiques en mer de Chine méridionale, d'ailleurs au-dessus de Taïwan. Et récemment, un nombre incalculable, mais complètement inédit, de survol de l'espace aérien taïwanais par des chasseurs et des aéronefs chinois. Donc là, c'est une première, c'est un signal que Pékin envoie, mais c'est un signal qui est pour la première fois depuis longtemps, enfin on pourrait remonter aux années 90 où la Chine avait lancé des missiles balistiques de courte portée dans la mer avant les élections à Taïwan, pour montrer que la Chine avait les capacités d'atteindre Taïwan et même peut-être de la réunifier militairement. Et donc là, ce sont encore une fois des signaux, des gesticulations militaires qui sont symboliques, mais qui sont inédites quand même, puisque depuis quelques années, il y avait un discours politique qui se raffermissait. Là, le discours politique a été assorti de gesticulations militaires. Vous mentionniez la crise de Taïwan en 1995. On se souvient d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, sur la transformation de l'outil militaire, le traumatisme que cela avait été pour l'armée chinoise, puisque le président Clinton avait décidé de déployer 2 porte-avions de groupes aéronavals au large de Taïwan, et la Chine, et notamment son armée de l'air, était alors dans l'incapacité de répondre militairement et avait dû revenir au statu quo ante par rapport à... On verra dans quelle mesure cela a été un traumatisme et dans quelle mesure surtout ce traumatisme a modifié l'armée chinoise. Alors vous avez parlé de Taïwan, peut-être on peut parler un petit peu des autres lieux de crispation. On pense aux îles Senkaku, Diaoyu, selon qu'on se passe du côté chinois ou japonais. On pense évidemment à la mer de Chine du Sud, avec les îles Paracel et Spratly. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, je ne vais pas m'étendre sur la question des îles Diaoyu Senkaku. C'est un conflit territorial et franchement très limité. On parle de 5 îlots inhabitables entre donc, le Japon et la Chine. C'est plus un conflit symbolique ? Alors moi je pense. Évidemment, il y a du gaz, mais il y a déjà eu des accords. Il y a du gaz offshore, mais il y a déjà eu des accords entre les deux États pour créer une ligne médiane. Alors cet accord est remis en question régulièrement, mais on voit bien qu'à chaque fois que cet enjeu des îles Senkaku revient sur le devant de la scène, finalement c'est une instrumentalisation de questions politiques internes. La dernière fois, par exemple en 2012, où il y a une crise assez grave, il y a même des Japonais justement
un député japonais avec une délégation qui avait débarqué sur un des îlots. Donc ce n'était pas une politique gouvernementale, c'était sa propre initiative et ça avait créé une crise importante. Mais on était dans un contexte électoral au Japon et un contexte de transition, de changement de génération politique en Chine. Donc c'était la pire période. Alors concentrons-nous plutôt sur la mer de Chine du Sud. La mer de Chine du Sud, alors si on écoute les Chinois, ils défendent des intérêts historiques. Donc la fameuse ligne en 9 traits, puisque donc, ils auraient un droit historique pour posséder cette mer. Maintenant, on entend beaucoup aussi en Occident la question du gaz, encore une fois, que la mer de Chine du Sud regorgerait de gaz. Finalement, je me suis un peu penché justement sur les estimations. Elles varient du tout au tout, donc c'est vraiment difficile de prendre ça comme argument majeur. Et puis surtout, est-ce que la Chine serait prête à se mettre à dos tous ses voisins et éventuellement les États-Unis pour du gaz qui est potentiel. Et puis on parle aussi des ressources halieutiques, etc. Je pense que ce qui pour moi est vraiment un point très 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 important pour la Chine, c'est que sur l'île de Hainan, la province insulaire en mer de Chine méridionale, la province chinoise, il y a la base de SNLE, qui héberge la dissuasion océanique chinoise. Et donc cette dissuasion, elle est un petit peu enfermée dans ce bassin de la mer de Chine méridionale, avec une difficulté pour diluer ces SNLE et un accès à l'océan Pacifique extrêmement compliqué. Si vous avez pu voir la carte, il y a cette fameuse première chaîne d'îles que vous avez mentionnée tout à l'heure, cette première chaîne d'îles avec donc tout le chapelet japonais, puis Hong Kong, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie. Et donc, en fait, la dissuasion océanique chinoise se retrouve bloquée. Voilà, il faut la désenclaver, mais tant qu'on ne peut pas désenclaver, il privilégie une stratégie de bastion. Et puis, il faut voir qu'en face, en termes de guerre sous-marine, il y a les capacités japonaises, américaines, taïwanaises, qui ne sont pas du tout négligeables. Alors, cette question des dilutions des sous-marins est dans le cadre de la seconde frappe et du maintien de la dissuasion est particulièrement pertinent et intéressant. On remarque effectivement c'est pas celui qui fait la une des journaux quand on parle des problématiques en mer de Chine. On va plutôt parler des ressources gazières et halieutiques, mais on voit que d'un point de vue militaire, c'est effectivement particulièrement prégnant pour la Chine. Alors justement, d'un point de vue militaire et dans le contexte que l'on vient de citer, on est en tant qu'observateur et a fortiori vous en tant que spécialiste toujours frappé par la montée en puissance rapide de l'armée chinoise. On rappelle à titre d'exemple que l'armée chinoise met à l'eau en tonnage l'équivalent de la marine nationale française et britannique en une année, ce qui est relativement impressionnant. D'un point de vue de l'aviation de combat, elle développe de plus en plus ses outils de manière autonome. On pense à son avion de 5e génération, le J-20, qui n'a rien à envier au F-22, en tout cas sur le papier, et le J-31, qui est destiné à l'export et qui ressemble peu ou prou à un F-35 tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, on a parlé du traumatisme de Taïwan tout à l'heure, ça a engendré en 1995. Ça engendrait donc une mutation de ces armées, de ces différents services au sein de l'armée. Comment est-ce que vous décririez cette stratégie des moyens et comment est-ce qu'elle s'articule avec une nouvelle stratégie opérationnelle? Selon quel paradigme? Alors on peut se baser sur la stratégie navale qui en fait finalement englobe toute la stratégie de l'armée. On peut citer l'amiral Liu Huaqing qui a fondé cette stratégie de long terme, qui avait vraiment une vision de long terme dans les années 80, amiral mais qui est issu de l'armée de terre à l'origine et qui était donc on va apprendre à marcher en marchant. Donc d'abord on protège le littoral, donc que ce soit encore une fois que ce soit pour la marine, les capacités navales ou pour les capacités de l'armée de l'air chinoise, on défend donc le littoral. Ensuite on défend les mers proches, donc c'est la fameuse première chaîne d'îles. Et puis ensuite on essaie d'interdire l'accès, de dissuader des puissances adverses et donc évidemment les États-Unis à pouvoir justement intervenir et voir battre la Chine sur ce qu'elle considère comme son propre terrain. Et donc vous avez parfaitement raison de rappeler le traumatisme, je crois que le mot est adéquat, de 95 dans le détroit de Taïwan, puisque en fait c'était vraiment une démonstration, une humiliation, ça a été vraiment vécu comme cela, puisque en fait les États-Unis ont pu juste
poser un porte-avions et ça a calmé tout le monde, enfin ça a calmé Et aujourd'hui, la Chine. Chine développe des moyens pour justement contrer ces groupes aéronavals. On pense au fameux Carrier Killer avec le DF-21D, DF-26 qui est capable d'atteindre la deuxième chaîne d'îles avec Guam. C'est ce seconde artillerie qui maintenant a réintégré donc, ce qu'on appelle la PLARF. Elle concourt de manière assez significative à cette stratégie d'interdiction associée à une stratégie de déni d'accès avec ces moyens solaires qui gagnent en performance. Copy-paste de ce qui existait avec les S-400 et qui devient également la Chine de plus en plus autonome là-dessus. Alors, y a-t-il des faiblesses malgré tout dans cette montée en puissance? Est-ce que la Chine aujourd'hui est vraiment prête? Je pense au dernier bouquin de The Kill Chain, l'ancien chef de cabinet de John McCain, qui dit aujourd'hui les Américains ne seront pas prêts, ils perdraient lors d'un affrontement contre la Chine. Est-ce que c'est selon vous une vérité ou est-ce qu'il est encore temps? Alors, si on écoute les Américains et si on lit les rapports du DoD annuels, les États-Unis sont sous la menace chinoise imminente et perdraient une guerre des deux mains. Mais bon, on sait aussi que ça justifie justement, ça alimente ce concept de menace chinoise et ça justifie des budgets, etc. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que l'armée américaine a encore de beaux jours devant elle et a surtout une avance à la fois sur les systèmes, mais aussi sur l'expérience de combat qui est sans commune mesure avec la Chine. Donc vous avez parfaitement... On parle de la maladie de la paix pour la Chine avec les 5 inaptitudes. Bien sûr, la Chine n'a pas combattu depuis 1969 et c'était que des conflits limités, très courts, des frictions. Donc c'est un problème. Donc la Chine, au cours des années 2000, la décennie 2000, a essayé justement de gagner en expérience avec les opérations militaires autres que la guerre. Donc ça a été la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, la protection des voies de communication maritime, etc. Et aussi maintenant avec les opérations de maintien de la paix dans lesquelles la Chine est entrée et vraiment essaie de s'imposer comme une puissance majeure des opérations de maintien de la paix. Et les déploiements, on n'a pas encore parlé de Djibouti, peut-être c'est le moment d'en parler. Est-ce que ça concourt également à leur capacité à projeter de la force, de la puissance et à leur propre préparation opérationnelle? Alors, préparation opérationnelle, justement, à la mer, sur les questions logistiques. Si éventuellement il y a des crises dans la région, ça leur permettra de réagir beaucoup plus vite. Ça leur permet aussi de s'entraîner dans la Corne de l'Afrique à terre. Maintenant, je pense que la Chine a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous prenez Djibouti, c'est une base qui s'affiche à l'écran. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. La première base, alors en réalité ce n'est pas tout à fait la première, mais en tout cas la première base de cette importance de la Chine à l'étranger, mais après avec des capacités relativement limitées. Par exemple, vous voyez une piste au milieu de l'écran, c'est un héliport, il y a une capacité de quelques hélicoptères, mais par exemple il n'y a pas de piste d'atterrissage, en tout cas pas pour des chasseurs. Et donc c'est là en fait où on atteint les limites. Alors si on parle de l'armée de l'air par exemple, l'armée de l'air chinoise, et vous l'avez rappelé, donc a beaucoup d'avions, des avions de plus en plus modernes, certes, mais avec un cercle d'action relativement restreint et aucune base à l'étranger comme relais. Pareil, si on prend les ravitailleurs de l'armée de l'air chinoise, elle est très très en retard à ce niveau-là. Elle a d'ailleurs dû, dans la première moitié des années 2010, acheter précipitamment une quinzaine de ravitailleurs à la Russie et puis quelques-uns à l'Ukraine pour justement en fait combler ce manque, ce gap dans ses capacités de ravitaillement. Et là, elle met les bouchées doubles pour développer son propre ravitailleur, ce qui serait la version du coup ravitaillement du Y20. Mais comme vous le savez sans doute, en termes d'aéronautique en Chine, on ne sait jamais quand ils seront prêts. La question de la motorisation est structurante à ce niveau-là. Ça fait 30 ou 40 ans que la Chine essaye de développer sa propre motorisation pour ses avions de chasse sans y parvenir. Et c'est effectivement une des principales difficultés pour l'industrie chinoise. Alors,
il n'y a pas que les aspects militaires. On sait que la Chine, l'innovation a une place importante dans la stratégie de la puissance chinoise. La science, les innovations technologiques, effectivement, comme l'illustre le dernier livre blanc du 24 juillet 2019 et le programme Made in China 2025. Alors l'un des objectifs, c'est précisément de s'émanciper des technologies étrangères. Vous avez mentionné les difficultés sur le ravitailleur, les difficultés sur les moteurs qui sont particulièrement prégnantes. Alors moi j'aimerais savoir quelle est la véritable nature de cet investissement, quels sont les secteurs concernés. On pense évidemment, on lit beaucoup sur le quantique, l'intelligence artificielle, le spatial, un peu par mimétisme avec ce qui se fait ailleurs, mais on voit quand même qu'ils ont quand même pris de l'avance, notamment dans l'aspect quantique. Et d'un point de vue numérique, on parle de route de la soie digitale. Quel est votre regard là-dessus? Et enfin, est-ce que dans le cadre de cette route de la soie digitale, si d'aventure elle existait vraiment, on est en train de voir émerger une sorte de rideau de fer technologique par rapport aux avancées et à l'innovation chinoise de manière générale? D'accord. Alors, le spectre est large. Pour commencer justement sur les questions d'innovation, je pense que, comme je viens de le dire sur le retard relatif de la Chine par rapport aux États-Unis et aux États-Unis, il faut toujours comprendre que les États-Unis, c'est aussi un réseau d'alliances. La Chine, c'est la Chine toute seule, avec éventuellement la Corée du Nord. Le Pakistan, je ne suis pas sûr qu'on puisse le compter comme un allié. Et donc, à moyen terme et même à long terme, même d'ici 30 ans, il y a peu de chances que la Chine soit en mesure, à part peut-être de dissuader dans sa zone, dans son environnement stratégique immédiat, d'interdire les États-Unis, mais sur un combat de grande envergure, la Chine a encore un petit peu de chemin à faire. Donc, la stratégie qu'elle adopte, c'est plutôt une stratégie asymétrique de voir où sont les faiblesses, les vulnérabilités de l'armée américaine. Et les vulnérabilités de l'américaine, c'est pas la Navy, c'est pas ses 11 porte-avions, etc. Et donc là, si la Chine misait là-dessus, sur du quantitatif et du qualitatif, le chemin serait beaucoup trop long. Elle conduit finalement sa propre offset stratégie, ce que faisaient les Américains. On peut le dire. Et donc, les deux terrains privilégiés, ce serait l'espace, le spatial. Alors, encore une fois, pas forcément pour rattraper quantitativement, qualitativement les Américains tout de suite, parce que ce serait compliqué, ils ont tellement d'avance, mais plutôt pour les Américains sont très dépendants des capacités spatiales en termes militaires, de renseignement, même sur le plan économique, etc. Et donc la Chine développe des contre-mesures, des armes destructives ou non destructives anti-espace, etc. Et puis l'autre pilier très important, peut-être même encore plus important que l'espace, c'est évidemment les capacités cyber. Et là, il y a certes un certain mimétisme. La Chine observe tout ce que fait les États-Unis et essaye éventuellement de reproduire. Alors, reproduire, pas forcément adopter ensuite dans sa doctrine d'emploi, mais en tout cas essayer de comprendre et d'être en mesure de faire la même chose. Mais sur les questions informatiques, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer pour le coup les capacités chinoises, puisque les plus gros, les ordinateurs, les superordinateurs les plus performants au monde sont en Chine. Ils ont de très bons ingénieurs dans ce domaine-là. Vous avez cité le quantique où ils sont relativement avancés. Alors après, il est très difficile de faire la distinction entre le discours et la réalité des prix. Téléportation quantique dans l'espace. C'est très compliqué de vraiment d'avoir un avis précis sur qu'est-ce qu'ils entendent par téléportation quantique et qu'est-ce qu'ils ont vraiment réussi à faire. Mais en tout cas, je crois que la Chine fait beaucoup d'efforts, alors aussi bien en termes d'investissement de R&D ou de recherche fondamentale. Donc vous avez parlé de Made in China 2025. Il y a aussi cette campagne, cette politique structurante qui est la fusion civilo-militaire, qui est un serpent de mer en Chine depuis une quarantaine d'années, mais qui là est devenue une réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours parlé sans le faire en Chine. Là aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une dynamique et des mesures concrètes pour mettre en œuvre justement cette coopération entre les entreprises, entre l'armée et maintenant même les startups. Avec un peu de prudence, on reste quand même dans un régime léniniste dirigé par un parti unique. Mais donc voilà, sur les questions numériques, je pense que c'est quelque chose d'important. Sur la route de la soie technologique, alors, vous savez, c'est comme aux caractéristiques chinoises, on peut tout mettre à la sauce des caractéristiques chinoises, et puis la route de la soie, elle est partout, elle est dans l'espace, elle est dans la mer, dans la terre, etc. Donc il y a aussi une route de la soie numérique. Le fait est que je pense que parfois on parle du modèle chinois. Avec les BATX par exemple, c'est ça, ou plus vaste? Alors de manière générale, le modèle politique de la Chine. Moi,
personnellement, je serais en peine de le définir parce qu'il n'y a pas vraiment, on n'est pas sur l'URSS ou la Chine de Mao avec vraiment un modèle communiste clair, idéologique. Mais en revanche, le modèle sécuritaire chinois est justement sur les nouvelles technologies, donc les BATX en sont les avatars, mais sur vraiment la stratégie du contrôle social, du contrôle de la société grâce à la donnée. C'est quelque chose qui est, je pense, très important et qui séduit beaucoup à l'étranger. Et la Chine sait, en fait, il ne faut pas du tout qu'on le sous-estime, nous, de notre côté, qu'il y a beaucoup de pays qui regardent la Chine avec grand intérêt quand elle voit ce qu'elle est capable de faire. Alors, évidemment, au Xinjiang, qui est donc le Xinjiang, la province dans les confins ouest de la Chine, où vivent la minorité ouïghour, et donc qui est vraiment un laboratoire, justement, de technologie de surveillance et de contrôle social, mais finalement, qui sont voués à être appliqués dans toute la Chine. Et donc, il y a beaucoup de pays, alors évidemment des pays autoritaires, ils sont nombreux finalement, qui sont intéressés justement par ce modèle-là. Donc, cette nouvelle route de la soie, avec cette jolie expression, il ne faut peut-être pas justement la sous-estimer sur les technologies et les technologies avec les doctrines que la Chine pourrait exporter. Alors, vous parlez du cyber. Le cyber, les actions dans le cyberespace concourent à tout ce qu'on appelle mode d'action sous le seuil, hybridité. On constate que la Chine, au-delà des démonstrations de vive force, est également active, à l'instar de ce que fait la Russie en Europe, avec des actions donc sous le seuil, des moyens qui peuvent être non militaires, dans le cyber, et tout ça, ça lui permet de maintenir un degré de déni plausible, ce qui pose énormément de problématiques en relations internationales. En d'autres termes, c'est effectivement la Chine qui mène quelque part aussi une guerre hybride sans franchir le seuil d'un conflit ouvert avec les États-Unis, qui reste le scénario certes le plus dangereux, mais peut-être le moins probable, le plus probable étant justement ces conflits sous le seuil. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et de manière générale, quels sont les autres leviers de puissance utilisés par la Chine, même si vous en avez défloré quelques-uns avec les routes de la soie? Alors oui, donc je pense qu'il faut distinguer la guerre hybride. Par exemple, il y a des cas en mer de Chine méridionale, justement, avec l'utilisation, avec l'étirement en fait des outils d'action. Donc par exemple, que ce soit donc avec des bateaux de guerre de la marine, avec les gardes-côtes, donc des coques blanches, qui finalement, faut le rappeler, en 2018, ont été mises sous le commandement de la police armée du peuple, qui est sous la commission militaire centrale. Donc, pour le dire vite, en fait, qui est sous une hiérarchie militaire en réalité, même si ce sont des bateaux blancs, et puis même des pêcheurs qui sont utilisés, instrumentalisés pour aller embêter les Philippins, embêter le Vietnam, etc. Donc là, c'est vraiment on est plutôt dans la guerre hybride de harcèlement ou de confrontation en restant sous le seuil. Et puis, il y a la guerre d'influence, là où les Russes, effectivement, sont très performants. Et en fait, je pense que depuis 4 ans et avant, mais en particulier depuis les dernières élections aux États-Unis, et puis d'ailleurs, celle en France, on a beaucoup mis l'accent à juste titre sur la Russie, mais en fait je pense qu'on n'a pas vu l'arrivée justement de cette influence chinoise. Maintenant on a de très très bons rapports qui sortent, notamment par des chercheurs australiens, puisqu'en fait ils sont directement aux premières loges c'est leur terrain en fait, c'est l'Australie, mais l'Australie, mais le Canada, les États-Unis aussi. Parlerait-on de la France, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a on voit dans le cadre de la stratégie Indo-Pac, la France s'associe à l'Australie, au Japon pour justement mesurer l'action sous le seuil de la Chine et pouvoir être en mesure de... Et ça, en fait, c'est un processus qui est très long. Il y a une institution au sein du Parti communiste qui est remontée en puissance de manière absolument phénoménale depuis 2015 et puis véritablement depuis 2018, qui s'appelle le département du travail du Front uni. Ça, c'est une invention de Lénine, début du XXe, qui a été reprise par Mao pendant la Longue Marche, dans la lutte contre les nationalistes et puis après les Japonais. Et l'idée du Front uni, en fait, c'est de trouver ses alliés ou ses alliés de circonstance, les personnes, les organisations qui pourraient nous soutenir, nous aider, et aussi d'ailleurs d'identifier ceux qui pourraient être des ennemis potentiels et comment se prémunir contre eux, voire les éliminer. Mais donc tout ça de manière très informelle finalement. Tout le monde fait partie du Front uni. Tout fonctionne. Alors il y a une institution bureaucratique, mais après n'importe quel diplomate ou voire même dans certaines entreprises ou membres du Parti communiste est censé œuvrer pour le travail commun pour la nation chinoise du Front uni. Et donc le Front uni est présent partout dans le monde. Et donc voilà, encore une fois, il y a des rapports
très, très intéressant là-dessus et qu'on n'a pas vu via des associations d'amitié, par exemple, avec la Chine, même par exemple des associations d'amitié avec Taïwan qui, en fait, ne sont pas des associations taïwanaises, mais sont des associations de la République populaire de Chine pour justement faire de la contre-influence de Taïwan à l'étranger. Et en Australie, on l'a vu dans des domaines comme l'immobilier, avec une présence de l'influence chinoise très importante. On l'a vu même jusqu'au sein du Parlement, avec un ancien officier de renseignement qui a été élu au Parlement australien quand même. Donc c'est une stratégie sur laquelle on commence à prendre conscience, mais qui, je pense, est vraiment très importante et presque peut-être même plus inquiétante finalement que par exemple les capacités marines sur un domaine très différent. Probablement. Il y aurait tellement plus à dire. Malheureusement, le temps presse et je veux laisser la place à l'auditoire. Peut-être une dernière question malgré tout. Nonobstant tout ce que l'on vient de citer, l'avenir n'est pas écrit pour la Chine. On mentionne souvent le risque démographique, puisque d'ici 2040, la Chine pourrait avoir 2 fois plus de personnes âgées que d'enfants de moins de 15 ans. Il est intéressant de noter que l'âge médian de la population chinoise pourra atteindre 48 ans, contre 37 ans en 2015 et moins de 25 ans en 90. C'est un bouleversement majeur de la pyramide des âges. Mais il y a d'autres difficultés, peut-être très rapidement. Nous aurons l'occasion d'y revenir pendant les questions. Quels sont les principaux défis auxquels la Chine va devoir faire face à l'avenir ? Oui, alors c'est un sujet très important. Alors, je mentionne juste quand même justement la modernisation militaire, parce que même si en fait on parle que de ça, on parle de la croissance exponentielle de la marine chinoise, de l'armée de l'air, etc. Finalement, les capacités, le savoir-faire, même en termes de conception, ne sont pas encore tout à fait aboutis. Donc là-dessus, il y a encore un défi, même si la Chine est en bonne voie. Et après, c'est très important de rappeler que, selon moi en tout cas, les défis principaux de la Chine sont en Chine et non pas à l'extérieur. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le Japon, la mer de Chine. Les États-Unis, c'est autre chose. C'est un conflit qui est beaucoup plus global, plus idéologique. Mais les défis internes en Chine sont colossaux. Vous avez cité la démocratie, qui est évidemment très très important. Moi, j'avais le chiffre de 30% de la population au-dessus de 60 ans en 2030. Et ces questions démographiques, elles sont importantes parce qu'elles sont balistiques. On ne peut pas les changer. Le nombre d'enfants qui sont nés en 2019, par exemple, on ne peut pas le modifier. Donc c'est quelque chose qui va être important puisque ça va peser. On va avoir une pyramide des âges qui va s'inverser avec une population très âgée et donc ça va peser sur les budgets, etc. Un autre sujet très important, et aussi évidemment sur les questions de chômage, d'emploi, de main-d'œuvre. Et puis, en dépit du fait que la Chine a réformé et même a aboli la politique de l'enfant unique en 2018, il n'y a pas eu de changement. Donc la Chine s'en rend bien compte, le gouvernement s'en rend bien compte, a essayé de prendre des mesures, mais les changements n'arrivent pas parce qu'aujourd'hui, c'est cher d'avoir des enfants ou déjà un enfant. Et finalement, en fait, c'est presque peut-être entrer dans la culture où les gens, finalement, en tout cas en ville, ne font pas plus d'un enfant. Alors, d'autres problématiques, c'est évidemment les enjeux environnementaux. On a vu que Xi Jinping à l'ONU récemment, du coup, a fait des engagements sur justement la neutralité carbone avant 2060. Alors, honnêtement, on attend de voir parce que c'est un engagement qui est très compliqué. Et puis, il y a la neutralité carbone sur le territoire chinois et puis il y a toutes la construction, par exemple, d'usines à charbon le long des routes de la soie, par exemple, qui pourrait relativiser justement les engagements de la Chine sur les questions environnementales. Mais les questions environnementales sont très importantes, sont un projet, sont une question stratégique de long terme qui va être très compliquée pour des raisons même ne serait-ce que sanitaires, de santé de la population, des questions agricoles. Si l'agriculture est mise en péril, c'est un problème pour nourrir 1,4 milliard d'habitants. Voilà, la question économique évidemment. Et donc, avec ce ruissellement, je n'ose pas utiliser ce terme, mais en fait, s'il y a des problèmes économiques, évidemment que les budgets militaires, les budgets du spatial, de la recherche, etc., pourraient être entamés. Mais aujourd'hui, la situation économique en Chine, c'est une croissance qui ralentit trop tôt et trop vite. Donc, on utilise souvent l'expression « la Chine sera vieille avant d'être riche » et elle sera peut-être finalement pauvre avant d'être riche en réalité, puisque on voit facilement en fait les grandes richesses chinoises, cette classe moyenne et puis ces riches chinois. La partie visible. Mais en réalité, c'est une part infinitésimale de la société chinoise. Et par contre, la population sous le seuil de pauvreté se compte en centaines de millions. Donc c'est un défi pour la Chine puisque l'augmentation, le creusement des inégalités crée de l'instabilité. Et s'il y a quelque chose qui est
absolument inacceptable et qui est l'obsession du Parti communiste en Chine, c'est la stabilité sociale et le maintien de la stabilité. Donc que ce soit l'environnement, la question du chômage, l'économie, la répartition des richesses et les inégalités, ce sont des choses qui, je pense, au plus haut du niveau de pouvoir, sont des questions qui structurent les réflexions et qui inquiètent. Merci Marc-Julienne. Donc en synthèse, des difficultés internes avant d'être des difficultés externes et des luttes de pouvoir, des luttes de puissance géopolitique tournées sur la démographie, l'économie, la politique interne, donc de beaux enjeux devant la Chine. Il est temps désormais de passer aux questions. Si vous ne les avez pas encore posées, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous pouvez rajouter un mot dièse avec le nom de la base aérienne, ce qui nous permettra de voyager un petit peu. Et je sais qu'il n'y a pas que les bases aériennes en France qui nous écoutent aujourd'hui. Alors j'ai une première question ici. Quel regard portez-vous sur le retour en grâce de la PLAF, donc la People's Liberation Army Air Force, donc l'armée de l'air chinoise, au sein de l'armée de manière générale. Ce que je vous propose, Marc-Julienne, c'est de donner quelques éléments là-dessus, et puis je vous laisserai la parole pour compléter le cas échéant. Oui, bien sûr. Alors c'est une question intéressante. Il faut savoir que l'armée de l'air chinoise, en tout cas pour la partie combat, est la troisième armée la plus importante, armée de l'air la plus importante au monde, derrière les États-Unis et la Russie, et également la première en Asie. Elle peut compter sur globalement 1300 avions de combat, dont 800 sont de 4e et 5e génération, avec les J-20 notamment. Enfin, les J-20 arrivent au compte-gouttes, on en compte à peu près une quinzaine en ce moment. Mais on a une véritable mutation puisqu'on passe d'un modèle qui est centré sur le territoire et la défense aérienne du territoire à un modèle vers la projection de puissance, et notamment la projection de puissance au large, jusque potentiellement à la deuxième chaîne d'île, avec un état d'esprit qui passe par ricochet, plus d'une logique défensive à une logique offensive. Donc on voit dans quelle mesure cela a un impact pour l'outil de défense. Parce qu'aujourd'hui, entre le discours et la réalité, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, il y a quand même un déficit de ravitaillement en vol, ce qui fait que oui, l'armée de l'air chinoise est capable d'interagir sur cette première chaîne d'île, on le voit avec la fameuse zone d'identification aérienne, mais en revanche, pour aller plus loin, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est à cette ONE qu'ils modernisent leur bombardier. Alors aujourd'hui, c'est un bombardier qui est relativement désuet, même s'il a été modernisé. On pense au H6 avec les dernières versions qui sont ravitaillables en zone, mais c'est à peu près les seuls avions qui sont aujourd'hui capables d'aller jusqu'à la deuxième chaîne d'île. Ce qui est intéressant de voir aussi sur les démonstrations de puissance, c'est que cette aviation, elle interagit avec l'aviation russe lors d'exercices, et parallèlement, elle envoie des messages politiques. On sait que les armées de l'air peuvent être utilisées comme outils politiques. Elle envoie des messages politiques aux États-Unis en faisant des exercices à large échelle pour aller simuler l'attaque de Guam avec ces H6. Donc ces mutations, si je résume, c'est une flotte de chasse qui est assez pléthorique, mais en modernisation continue. Des bombardiers qui doivent poursuivre la modernisation. On pense aux futurs bombardiers qui ressemblent globalement au B2. Donc on voit que les Chinois mettent un gros effort là-dessus, mais néanmoins des réelles difficultés dans la projection de force avec les ravitaillements en vol et également les outils C2. Est-ce que d'autres éléments peut-être sur ce point, Marc ? C'est très complet. Je ne sais pas si je parlerai de retour en grâce, puisqu'en fait j'ai l'impression que c'est une avancée qui se fait aussi bien technologiquement ou au niveau des forces, aussi bien côté marine, côté armée de l'air et armée de terre. Mais effectivement, même s'il y a les objectifs et puis il y a la réalité des capacités, et je pense qu'on n'y est pas encore. Après, il y a aussi peut-être le Y-20, un avion de transport lourd qui a pour le coup été... on attend par exemple les ravitailleurs indigènes, mais sur le transport lourd, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, puisqu'en termes de projection... Et ils viennent de loin également là-dessus. Voilà, et absolument. La Chine n'avait aucune capacité il y a encore quelques années, et avec le Y-20, ça modifie
les capacités de projection de la Chine à ce niveau. Complément nécessaire effectivement sur la capacité à l'aviation de transport tactique et stratégique. On va passer à une autre question qui vient de l'AEA. Quelle est la sincérité du budget de la défense chinois qui est annoncé comme 180 milliards de dollars en forte croissance? Est-ce que selon vous c'est fiable ou derrière ce chiffre se cache en réalité une opacité certaine? Alors, oui, non, ce n'est pas fiable et c'est l'éternelle question qui voilà, extrêmement difficile. Et je rappelle que les États-Unis dépensent plus de 700 milliards de dollars dans leur budget. C'est ça. Alors, donc, des instituts internationaux qui regardent ça de près estiment à beaucoup plus que 180, mais reste quand même à peu près un tiers. Donc, même le CIPRI par exemple à Stockholm, d'après leurs estimations, on reste à peu près un tiers du budget américain. Donc, quand je dis qu'il y a encore du chemin, c'est-à-dire que non seulement il y a un retard technologique, mais il n'y a même pas la capacité budgétaire pour faire un saut, par exemple, technologique ou ne serait-ce que capacitaire. Cela dit, un point important, c'est qu'on ne sait pas très bien, dans la partie recherche et développement, ce qui est intégré ou pas au budget. Et évidemment, ça change complètement la donne si on intégrait tous ces budgets-là. Ça change d'autant plus la donne qu'ils ont énormément de projets de R&D. On pense aux drones type Loyal Wingman ou drone furtif de combat avec le Longsword, le futur bombardier, on l'a mentionné tout à l'heure, B2 type B2 furtif qui représente un budget considérable, leur nouveau missile RR hypersonique capable d'atteindre des vitesses Mach 6, Mach 7 qui poserait de réels problèmes dans le combat aérien. Voilà. Tout ce genre de choses est en développement. Effectivement, on n'apparaît pas en tant que tel dans les budgets, on imagine que les sommes sont... de toute façon, on n'a pas de détails des budgets. Donc au moins, voilà, ça, on peut pas savoir. Ok, merci Marc-Julienne. Notre question de la base aérienne 133. Quelle est la position de la Chine vis-à-vis du djihadisme islamique ? Donc c'est une grosse composante de la thèse de doctorat que je mène. Donc le djihadisme islamique, la Chine se revendique comme justement une des victimes depuis 2001 en fait. Si vous voulez, avant 2000, la Chine estimait, il y avait des problèmes de sécurité, d'instabilité très forts au Xinjiang justement, dans cette région avec la minorité ouïghour, mais aussi kirghize, kazakh, c'est une mosaïque ethnique. Et donc ce sont des populations turcophones musulmanes et dans les confins ouest, c'est-à-dire à la frontière avec l'Asie centrale, l'Afghanistan. Donc ils ont vu de très très près par exemple la précédente guerre d'Afghanistan et évidemment les idées, par exemple le fait que, comme le dit le mythe, que les Moudjahidines ont vaincu l'armée rouge, en tout cas voilà ce que dit voilà, une certaine doxa. Et bien justement en fait beaucoup de mouvements réprimés au Xinjiang ont trouvé que c'était peut-être un mode d'action intéressant et donc du coup il y a eu effectivement un phénomène de radicalisation dans cette région dans les années 90. La répression et la capacité de maintien de la stabilité en Chine est celle qu'elle est, donc la situation a été de manière musclée, reprise sous contrôle au début des années 2000 et en dépit du fait qu'elle soit reprise sous contrôle, la guerre globale contre la terreur lancée par George W. Bush avait évidemment été une opportunité phénoménale pour la Chine de dire nous aussi nous impliquons dans cette guerre-là et regardez, nous aussi on a des problèmes et donc justifier des menaces terroristes. Donc il y a quand même eu un regain d'attaques terroristes en Chine en 2013-2014 assez important dont on a peu parlé, mais qui finalement en fait permet de justifier de nouvelles répressions. Et aujourd'hui, la répression est absolument systématisée, institutionnalisée, indiscriminée totalement et vise des populations entières. Et là, on parle de plus d'un million ou de plusieurs millions de personnes qui seraient passées dans des camps de rééducation ou qui y seraient encore enfermées. Donc la Chine, évidemment, s'oppose au djihadisme islamique, d'autant que là, je parle d'une situation interne en Chine, mais il y a des combattants ouïghours qui sont ou étaient présents en Syrie du côté d'Al-Qaïda, d'Ayat Tahrir al-Sham, dans le nord de la Syrie. Et forcément, c'est quelque chose que la Chine considère comme une menace, puisque des combattants étrangers, on sait ce que c'est en France, peuvent revenir
soit sur le territoire, soit menacer les intérêts chinois ailleurs dans le monde, au Pakistan par exemple, ou en Asie centrale. Alors justement, c'est intéressant. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais que vous développiez un petit peu, puisqu'on sait que la Chine collabore assez substantiellement, sauf erreur de ma part, avec le Pakistan d'un point de vue militaire, notamment face à l'ennemi commun qu'est l'Inde. Quel impact cela a dans le cas de sa lutte contre le djihadisme ou tout simplement la répression de ces minorités musulmanes? Est-ce y a-t-il une interaction entre ces jeux de puissance et puis cette lutte contre le terrorisme? Alors, pas vraiment d'interaction, en fait. En tout cas, c'est un canal à sens unique, c'est-à-dire que la Chine fait pression sur le Pakistan pour coopérer sur cette question-là. Et donc, par exemple, justement, pour aider, puisque le Pakistan et les zones tribales à la frontière avec l'Afghanistan ont été un refuge pour des groupes islamistes ouïghours pendant longtemps et encore aujourd'hui. Et donc, voilà, la Chine fait pression, mais les capacités du Pakistan sont ce qu'elles sont. Et en fait, le Pakistan n'a pas vraiment son mot à dire à ce niveau-là. Donc, évidemment que le Pakistan est très très intéressé par la coopération avec la Chine, que ce soit donc pour revenir sur des questions aériennes, le JF-17 par exemple, qui est conçu en Chine mais coproduit, et puis les nouvelles routes de la soie par exemple, le fameux corridor Chine-Pakistan est un projet absolument pharaonique, en tout cas en termes de budget, on parle de 62 milliards de dollars, et on ne voit pas vraiment les résultats aujourd'hui. Il y a eu ce port de Gwadar, ce port en eau profonde qui est sorti, mais malheureusement le port n'est pas encore bien connecté à un réseau autoroutier ou ferroviaire, et donc pour le moment c'est encore un port avec beaucoup de poussière et pas beaucoup de monde. D'accord. Autre question, peut-on craindre une expansion agressive au-delà du premier chapelet d'îles vers les États d'Asie du Sud-Est qui ne bénéficieraient pas du parapluie militaire américain? Quid des relations avec l'Australie qui, je pense, malgré tout, elle bénéficie du parapluie militaire américain, du moins je le pense. Alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec le rôle de la PLAF dans l'implication de l'armée de l'air chinoise au-delà de la seconde chaîne d'îles et son rôle maritime, va-t-on dire. Mais que pouvez-vous nous dire de plus sur cette question? Alors on peut craindre beaucoup de choses dans justement cette assertivité en mauvais français de la Chine, une expansion vers les pays d'Asie du Sud-Est, non, quand même pas tout de suite. On serait plutôt sur des prises de gage? Voilà, sur des territoires insulaires. Et donc, par exemple, celui, on dirait, qui est vraiment sur la corde raide, c'est Scarborough Shoal, par exemple. Donc, un récif quasiment invisible à marée haute qui est au large des Philippines et sur lesquels la Chine est extrêmement agressive puisqu'on considère que ça fait partie de sa ligne en 9 traits, de ses droits historiques, ce que ne considèrent pas les Philippines. Bon, c'est en statu quo puisque les Philippines, depuis 2016, les Philippines avaient intenté un recours auprès d'un tribunal arbitral international, d'ailleurs dont le rapport a été complètement à l'encontre des intérêts chinois et plutôt à favoriser les intérêts philippins, mais finalement ceux de tous les voisins d'Asie du Sud-Est. Mais malheureusement, 2 mois avant que la décision de la Cour, qui de toute façon n'était pas contraignante, il y a eu un changement de président aux Philippines avec le président actuel Duterte et qui est devenu totalement pro-chinois. Donc aujourd'hui, il y a un statu quo. On verra pour une prochaine, peut-être avec une prochaine administration aux Philippines. Mais je pense pas que la Chine aille quand même jusqu'à une expansion avec une colonisation. Déjà que Taïwan, c'est très 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 compliqué. Alors de là à aller plus loin et sur des territoires même pas contesté finalement, je veux dire si on parle vraiment je sais pas moi, des Philippines justement ou de la Malaisie, ça me semble difficile. D'accord, donc la poursuite de prise de gage, mais vous ne voyez pas aller plus loin. Pour la question de l'Australie, j'en ai parlé tout à l'heure en mentionnant la question du front uni. Les relations entre la Chine et l'Australie aujourd'hui sont exécrables, se sont détériorées de manière sans précédent et puis particulièrement ces derniers mois, on n'a pas encore dit le buzzword Covid-19, mais finalement, évidemment, c'est vrai, ça relève de l'exploit. Oui, c'est vrai, depuis quasiment 1 heure. Mais donc, de toute façon, toutes les relations, même à travers le monde, en Europe, en France, on l'a vu que les relations avec la Chine se sont crispées très fortement. Donc l'Australie, évidemment, fait partie de cette stratégie Indo-Pacifique. Les relations avec la France s'approfondissent, mais aussi avec le Japon, avec l'Inde et avec les États-Unis, bien évidemment, s'il était besoin de le rappeler. Donc voilà, je pense que
si je peux me permettre de revenir aussi sur les défis qu'a la Chine, donc j'ai mentionné les défis internes, je crois que l'un des défis aussi, c'est de savoir, peut-être une question que je laisse en suspens, mais si la Chine n'est pas aussi son pire ennemi. C'est-à-dire que la diplomatie de ces dernières années, promue par le président, le secrétaire général Xi Jinping, est plutôt particulièrement agressive. Et donc, je pense, et je ne suis pas du tout le seul à penser, loin de là, que c'est une diplomatie qui est totalement contre-productive. J'ai dit tout à l'heure que la Chine n'avait pas d'alliés. La Chine est une puissance sérieuse, mais une puissance isolée. 1,4 milliard d'habitants, une grande armée, la troisième armée de l'air du monde, mais une puissance qui est isolée et qui n'a pas de partenaire sur qui compter. Et ces dernières années, puisque ce n'est pas seulement le Covid-19, et le Covid-19 a été un accélérateur phénoménal pour cela, il y a eu en fait ce que la Chine essayait de constituer comme cercle d'amis depuis une quinzaine d'années, la stratégie du soft power chinois qui n'a jamais porté aucun fruit et qui là en fait, même si c'était compréhensible, cette stratégie, aujourd'hui on a le sentiment qu'elle est juste totalement mise par terre et aujourd'hui donc peut-être que la Chine nous rend service peut-être dans sa montée en puissance puisqu'elle se constitue beaucoup plus d'ennemis qu'elle se fait d'amis, je pense. Très bien. Alors peut-être une ou deux questions encore pour terminer. On va poursuivre avec celle-ci. Quelles sont les ambitions de la Chine en termes de dissuasion nucléaire? Question qui est certainement posée à l'aune des annonces récentes de doublement des têtes nucléaires. Oui, alors annonce à prendre avec des pincettes. D'accord. Vous faites référence peut-être au rédacteur en chef du Global Times, peut-être. Donc c'est un agitateur d'un quotidien extrêmement nationaliste et qui sert justement à agiter. Donc pour le moment, enfin en tout cas moi je ne crois pas qu'il y ait une réflexion à ce niveau, c'est-à-dire de doubler l'arsenal, qui serait totalement contradictoire, mais vraiment qui viendrait mettre à terre la stratégie, la doctrine nucléaire chinoise, qui est justement des capacités minimales et une frappe en second, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. En revanche, de manière générale, la stratégie chinoise de la dissuasion, toute chose égale par ailleurs, elle se rapproche finalement d'une vision française de la dissuasion, ou je me trompe en disant ça? La France n'est pas sur de la seconde frappe, il me semble. La France s'autorise à frapper comme elle l'entend. Oui, mais quand je disais elle n'est pas sur la seconde frappe, elle l'est aussi. Mais elle n'est pas sur du sole purpose, elle n'est pas du no first use, ça oui, on est d'accord. Voilà. Donc rien que ça, c'est parce que c'est vraiment des facteurs différents. Depuis Mao, parce que la dissuasion nucléaire chinoise, elle est née dans les années 50, très rapidement après la fondation de la République populaire de Chine. Et donc le premier essai nucléaire, c'est 64. Donc le programme de missiles balistiques et d'armes nucléaire a été vraiment sanctuarisé. Alors pour le coup, la Chine a été dévastée par les événements que j'ai rappelés au début de notre conversation, mais s'il y a quelque chose qui a été sanctuarisé, c'est bien la dissuasion nucléaire. Donc je suis content de cette question parce que c'est quelque chose par exemple dont on ne parle pas dans la presse, dans les débats sur la Chine, alors que c'est quelque chose qui est fondamental dans la stratégie chinoise globale et militaire en particulier. Et même si je commençais à dire que il faut être très prudent, et moi je ne crois pas à une volonté de la Chine de doubler son arsenal le plus tôt possible. En revanche, on voit une extension de la boîte à outils de dissuasion de la Chine, c'est-à-dire en termes un arsenal de vecteurs qui se démultiplie avec donc des capacités de mirevage, je pense le dernier, le DF-41, donc en termes d'allonge de frappe, en termes de précision, en termes d'aide à la pénétration par exemple. Et aussi, vous avez mentionné tout à l'heure le DF-26, donc qui est un missile balistique de moyenne portée, qui est donc pour justement des questions d'interdiction de défense active et qui est donc aussi le aircraft killer, donc qui pourrait, au-delà de la première chaîne d'îles, donc même j'avais fait des calculs, jusque derrière les Philippines, pourrait menacer un porte-avions américain. Donc ce qui devient une dissuasion conventionnelle, là je parle, importante. Conventionnelle, oui, mais on sait qu'à l'instar de la Russie, elle maintient une certaine ambiguïté sur la nature de ces têtes dans tous les missiles qu'on vient de citer, que ce soit du DF-26 ou du DF-40. Le DF-26
alors le DF-41, de toute façon, c'est un missile de dissuasion. Mais ce qui pose problème, c'est que le DF-26, par exemple, vous avez raison, on renforce le brouillard de la guerre. La Chine le dit, enfin, en tout cas dans des publications très sérieuses chinoises, des publications scientifiques ou de journaux spécialisés, il est dit que le DF-26 non seulement est à double capacité duale conventionnelle ou nucléaire, mais qu'en plus, il peut changer cette capacité très rapidement. Donc forcément, quand on voit une unité, par exemple, de DF-26, c'est très très difficile d'estimer si on a affaire à une unité de dissuasion nucléaire ou avec tout le risque d'escalade qui... Exactement. Donc la Chine vraiment complexifie à la fois son arsenal, mais aussi sa doctrine, et il est possible aussi que l'arsenal en termes d'armes nucléaires augmente aussi. Mais pas trop, parce que ce serait complètement contradictoire avec sa doctrine. Mais bon, on a le droit de changer. Enfin, il n'est pas non plus impossible que la Chine change de doctrine. Alors la question qui s'affiche, il me semble qu'on y a déjà plus ou moins répondu avec la Russie comme un partenaire de taille. On peut peut-être passer à une autre question qui sera probablement la dernière, compte tenu de l'heure qui est déjà passée. Y a-t-il une dernière question? Oui. Alors, est-ce que l'initiative des nouvelles routes de la soie comporte un volet stratégique? Alors stratégique, ça dépend au sens... c'est vrai que c'est souvent un mot élastique. Oui. Alors stratégique, évidemment, mais une stratégie économique, politique, diplomatique ou militaire, évidemment. C'est-à-dire que déjà, les nouvelles routes de la soie, d'après le discours chinois, c'est pour le bien commun de l'humanité, pour le développement de tout le monde. C'est très bien. L'origine quand même du projet, c'est aussi pour des questions complètement internes. J'ai parlé des problèmes économiques de la Chine. Par exemple, il y a des excédents de production, c'est-à-dire que par exemple dans l'industrie lourde, il y a des capacités de production énormes, mais aujourd'hui qui ont du mal à trouver des clients ou des débouchés. Le fait de créer cette nouvelle route de la soie, c'est aussi de trouver des débouchés. On parle d'exporter ces excédents de production à l'étranger. Et c'est aussi trouver de nouveaux marchés en développant par exemple le ferroviaire ou les infrastructures de transport. C'est aussi une manière de trouver de nouveaux débouchés pour des exportations chinoises. Et il y a évidemment une dimension plutôt politique, d'influence. Vous avez rappelé dans votre introduction le pivot stratégique américain ou le rééquilibrage stratégique américain, qui était une stratégie purement maritime. Et c'est juste après, parce que c'est autour de 2012. Et puis la Belt and Road Initiative, c'est à partir de 2013. Là, on voit tout l'inverse, justement, une stratégie purement terrestre pour connecter la Chine jusqu'à l'Europe. Et puis bon, après, ça a été maritime, africain, jusqu'en Amérique latine, etc. Mais donc, oui, très clairement, il y a une volonté de se développer à l'international et surtout de développer son influence dans tous les domaines. Marc Julien, merci beaucoup. Merci mon colonel. Pour la clarté et la concision de votre intervention. Je pense que c'était extrêmement enrichissant et que ça aura répondu à vos attentes. Alors, il s'agissait évidemment d'un galop d'essai, que ce soit d'un point de vue technique, sur le fond, sur la forme. Il y a eu probablement des imperfections. N'hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions pérenniser ce type d'entretien avec l'AEA. Si nous rencontrons le public une fois encore pour aborder des sujets de défense, de sécurité et de relations internationales. Marc Julien émettra une liste de recommandations de lecture, une liste de lecture possible pour ceux qui veulent creuser le sujet. Dans l'intervalle, je vous renvoie aux nombreuses publications, que ce soit de la FRS, de l'IFRI ou des publications américaines. Il n'en manque pas. Beaucoup a été écrit sur la Chine. Marc Julien, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous avez l'honneur et la chance d'être le premier invité. J'espère qu'il y en aura d'autres et je vous souhaite une excellente soirée puisque nous avons associé cet événement professionnel à un événement de convivialité. Je vous dis donc bonne dégustation et au plaisir.